contre, les gars, c'est lundi et c'est vraiment pas bientôt le week-end. Allez bosser, bande de feignants. Notre vie au travail. Ça représente entre 80 et 90 000 heures de notre existence passée. Moi, j'aime trop les vidéos comme ça, regardez les commentaires. Pour moi, le travail, c'est un peu comme... Wow. Pour moi, le travail, c'est un peu comme si j'étais mort pendant 8 heures chaque jour. C'est 8 heures où il ne se passe rien. Juste le néant. C'est ni douloureux, ni pénible. Mais c'est surtout extrêmement chiant et sans intérêt. Une immense perte de temps. Savez-vous d'où vient le mot travail ? Au Moyen-Âge, c'était un instrument de torture. On appelait cet instrument tripalio. Ouais, vas-y, ça y est, lui aussi. Bon, allez, À bosser. On nous répète depuis l'école, travaille dur, décroche un diplôme et tu auras une belle vie. Le travail devait être le chemin par la stabilité, la reconnaissance, le bonheur. Mais en 2025, le constat est tout autre. Sur TikTok, la tendance I hate my job apparaît, où des millions de jeunes, comme des plus âgés, racontent leurs désillusions du monde professionnel. Les hashtags quiet quitting ou I don't dream of labor cumulent des centaines de millions de vues. Ces vidéos sont les cris d'une société qui souffre et qui est à bout. À l'usine préparateur de commandes, tu parles à une commande vocale la nuit, je dormais, je l'entendais dans ma tête. Ouais, ça c'est réel, ça, les témoignages de gens qui font ce boulot, ils disent tous ça. Ça, c'est terrible. Par la manière dont évolue le monde du travail. Le livreur Deliveroo qui pédale sous la pluie pour quelques euros et qui ne sait pas s'il pourra payer son loyer. L'infirmière qui termine une garde de 12 heures, épuisée, et qui s'effondre en larmes dans sa voiture avant de rentrer chez elle. Le banquier d'affaires qui affiche un costume impeccable, mais qui travaille 90 heures par semaine et ne voit plus ses enfants grandir. 3 vies complètement différentes, 3 milieux sociaux aux antipodes. Et pourtant, le même cri intérieur. C'est ça le grand paradoxe de notre époque. Jamais nous n'avons eu autant de confort matériel, de technologie pour nous faciliter la vie, et pourtant, jamais nous n'avons semblé aussi malheureux au travail. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, près d'un actif sur 2 se dit en détresse psychologique liée à son emploi. J'ai donc analysé ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et voilà ce que j'ai découvert. Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable ? Le mythe du travail épanouissant. Pendant des décennies, le travail était une promesse de stabilité. Et ça c'est pareil, on nous dit depuis qu'on est petit, oui faites un boulot qui va vous plaire. Oui mais le problème c'est que c'est quoi le problème ? Le vrai problème c'est que jusqu'au lycée, on sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. Et puis là on débarque, oui bah après votre bac, va falloir choisir là. Je dis mais quoi déjà ? Mais j'ai que 17 ans, comment je peux savoir ce que je vais faire pendant les 40 prochaines années ? Tu te démerdes, va voir un conseillère d'orientation. Un conseillère d'orientation va te raconter rien d'intéressant. Et tu sais pas, donc tu prends un choix par défaut, et après, tu sais pas ce que tu vas faire. Et ça, c'est terrible. Ascension sociale, de respectabilité. Dans la France des années 60, qui connaissait un boom économique, on pouvait... Mais non, mais c'est intéressant. Ou dans une administration dès l'âge de 16 ans. Se sentir faire partie d'une grande famille et en sortir 40 ans plus tard avec une retraite décente. Nos grands-parents disaient fièrement: j'ai donné toute ma vie à cette boîte. Parce qu'en retour, ils avaient la sécurité de l'emploi, la capacité d'acquérir un logement, la possibilité de subvenir aux mais besoins. les mentalités de nos parents et tout, nous on l'a beaucoup moins. Soit parce qu'on est des putains de branleurs, c'est sûrement ça. Mais tu vois, genre nos parents, eh ben, en fait pour eux c'est... Tu dois travailler, genre. Même si t'as la possibilité peut-être d'arrêter de travailler, bah non, tu vas quand même travailler en fait. Mais c'est parce qu'en fait ils ont fait ça toute leur vie. Donc en fait c'est juste normal. Et limite, le jour où ça s'arrête, bah ils ont un manque. Nous, si tu commences à goûter aux arrêts maladie, je tairai le nom, mais si tu commences à goûter aux arrêts maladie, c'est terminé. Pour s'élever socialement. Et à partir des années 80-90, tout a changé. La mondialisation, la financiarisation de l'économie, les délocalisations ont fragilisé cette équation. Le travail ne devait plus seulement nourrir, il devait épanouir. On a vu fleurir des slogans comme Do What You Love, relayés massivement par la culture start-up et LinkedIn au début des années 2000. Pour le coup, l'idée était simple. Un métier devait être une passion, une vocation, voire une mission. Putain, la vidéo elle a l'air intelligente. Belle maxime, cela reste un piège selon la sociologue Miya Tokumitsu, qui a très bien analysé le phénomène. Do What You Love est l'idéologie parfaite pour pousser les gens à travailler plus, tout en se sentant coupables de ne pas aimer assez leur travail. La vérité, c'est que la plupart des emplois ne sont pas des vocations. Beaucoup découvrent l'exact opposé. Des emplois vides de sens. C'est exactement ce qu'a décrit... Mais même toi tu kiffes ce que tu fais, mais demain si tu peux arrêter, t'arrêtes. Mais non, moi c'est différent parce qu'en fait j'ai pas le sentiment de travailler quand je lance un stream. C'est pas la même chose. Avec son concept que le mec qui se lève le matin et qui se tape les bouchons à 7h du matin et qui rentre chez lui à 17h et qui se retape les bouchons, il a le sentiment de se faire reculer en allant au travail. C'est différent. Ces jobs où l'on passe ses journées à manquerait plus que ça. PowerPoint
à écrire des rapports que personne ne lit, à assister à des réunions... Merci Curtis pour le resub. Des métiers qui n'apportent rien à l'économie réelle, ni même à celles et ceux qui l'exercent. Voilà la grande désillusion. On nous avait promis... Après, il y a des gens qui aiment tellement leur travail, pour le coup, qu'ils ont pas non plus le sentiment d'aller travailler. C'est devenu pour beaucoup un immense théâtre d'occupation absurde. Des journées entières à brasser du vent, sans avoir le sentiment de créer quelque chose qui compte vraiment. Voilà pourquoi le travail épanouissant reste un mythe, car il n'a probablement jamais existé. Nos grands-parents travaillaient par nécessité. Leur rapport au travail était différent. À cette époque, le travail était le premier facteur sociologique qui définissait la réussite d'un individu et sa contribution visible à la société. Et cela suffisait à donner une forme de satisfaction. Je dis le. Notre rapport au travail... Il galoche son micro sur la vidéo, j'avoue, il est un peu près. ...a complètement changé. Bien sûr, on sait qu'il reste indispensable parce qu'il permet de vivre, mais aussi de s'insérer dans la société. Mais cette nécessité n'empêche plus de voir les choses en face. Les conditions de travail se dégradent. Le P, t'aurais fait quoi si t'étais pas streamer? Mais ça, c'est des questions d'enculé. T'aurais fait quoi si ton daron, c'était un putain de Qatari? Je sais pas, frérot. Disparaît. Je préfère pas... En fait, je préfère pas penser à ça. Mal-être grandissant. Proxénète. Imaginez, vous arrivez au bureau le matin, vous ouvrez votre ordinateur, et la mon première daron, chose il aurait pu être Qatari quand même. c'est de remplir un énième tableau Excel qui finira on ne sait où, et surtout, il va falloir le faire avant midi. À 10h, réunion, 1 heure entière à écouter des présentations qui ne débouchent sur aucune décision. On ressort avec plus de questions en tête qu'en y entrant. À 12h, c'est la pause déjeuner. Enfin, vous allez pouvoir respirer. Malheureusement, vous êtes entouré par vos collègues qui ne font que parler boulot, boulot, boulot. Vous sentez que la journée va être longue. À 14h, votre manager passe derrière vous. Tu peux me faire un reporting en plus? Je suis passé à ton bureau à 9h, je t'ai pas vu, t'étais en pause. Est-ce que tu peux me renvoyer le fichier Oh putain, ça fout le cafard. Excel que tu m'as envoyé il y a Ça 2 fout le mois? cafard. J'en ai besoin tout de suite. C'est ça, le quotidien de millions de salariés. Des tâches absurdes, une hiérarchie étouffante, un micromanagement constant, un contrôle des moindres faits et gestes, et cette impression que quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais à la Bon, après, il y a pire qu'être dans les bureaux, je pense. Merci Marlon pour le resub. Une fois par an, vient le fameux entretien annuel. Et c'est toujours la même scène. Tu fais du bon travail, tu es un élément clé de l'équipe. Mais cette année, nous n'avons pas de budget. En clair, tu peux t'asseoir sur ton augmentation. On te fait comprendre. Vous savez, une entreprise, c'est comme une montgolfière et parfois, il faut lâcher du S. Considération pour toi, ni pour ton travail. Alors on comprend vite que le seul moyen d'être valorisé... Merci Mersco, merci c'est Dog partir Football. ailleurs, changer de boîte. C'est ce qu'on appelle le job hopping. Le job hopping, c'est le fait d'utiliser les changements de job comme un accélérateur de carrière. Par contre, le télétravail a donné du souffle un peu à beaucoup de monde, j'ai C'est l'impression. fou, mais c'est devenu la règle. Ce sont donc ceux avec qui nous n'avons jamais travaillé qui savent reconnaître notre valeur. Mais là encore, c'est une illusion, car en changeant, on ne fait que rejouer la même partie. Quelques années d'efforts, quelques promesses d'évolution, et à la fin, la même déception. C'est une boucle sans fin, on recommence, encore et encore, sans jamais trouver de stabilité réelle. C'est ce qui explique que notre génération change d'entreprise en moyenne tous les 2 ans et demi. Et le plus ironique, c'est Merci que Broski même si pour le on resub. acceptait ce jeu, même si on tenait 40 Ça, les ans à ce darons- rythme, rien les ne darons, dit ils changeaient qu'on jamais pourra de se taf, en reposer vrai. sur le fruit de notre travail à la fin du chemin. Parce que Rarement. nos parents pouvaient se dire, je travaille dur aujourd'hui, mais demain, j'aurai une maison, j'aurai une retraite décente, je vais pouvoir profiter. Alors que nous, c'est même pas le savons cas. que ce n'est pas le cas, tout simplement car c'est mathématique. La conjoncture actuelle fait que nous n'aurons pas de retraite, et croire le contraire... Ça, par contre, c'est terrible. De se dire que, genre, on n'aura pas de retraite. Terminé la retraite. En fait, si tu veux une retraite, va falloir te la faire tout seul. Comme un grand. Ça, c'est terrible, hein. c'est être naïf pour ne pas dire autre chose. C'est là que surgissent les conséquences. Petit à petit, tout ça s'accumule. On rentre le soir vidé, avec Bah, l'impression c'est sûr. d'avoir brassé de l'air. C'est On sûr se qu'il y aura pas de couche retraite. stressé. Le matin, c'est une boule au ventre dès le réveil. Rien ne nous rend heureux, plus rien n'a de goût. On se sent seul, perdu, avec cette question lancinante. Pourquoi je fais tout ça? C'est ce qui mène tant de gens à l'effondrement, le burn-out. Ce mur invisible contre lequel on se fracasse après des mois, parfois des années de résistance silencieuse. Le burn-out, c'est ça. Ce sentiment d'être pris dans une roue infernale qui tourne. Putain, je suis dans la roue infernale, les gars. En 10 ans, Il y a vous des arrivez tiers à et des orphelins. Je suis en plein dedans, les gars. C'est celle-là, c'est la roue du burn-out. souffrance mentale, on bondit. Je suis de dedans, les gars. 50%. Et le phénomène est mondial. L'OMS parle aujourd'hui d'une épidémie de troubles liés au travail. Le travail. Enfin bon, le dernier mec que je connais qui travaillait à l'OMS, les gars, c'était Jean-Claude Roman. Et finalement, il a jamais bossé à l'OMS. Ça, c'est quand même historique. Pendant 20 ans, tout le monde croyait qu'il bossait à l'OMS. Qu'est-ce qu'il fait? Il fume toute sa famille, il fume ses parents. Et là, ils vont à l'OMS et ils disent: il bossait où, Jean-Claude Roman? Connais pas. Je dis: mais si, il a bossé là pendant 20 ans.
Non, connais pas. Et en vrai de vrai, il était toujours inscrit à la fac alors qu'il avait 35 ans. J'adore ce cuir. Ça, c'est une histoire de fou, frérot. Mais bon, vous le connaissez parce qu'on l'a déjà vu 7 fois. Mais c'est toujours bon de raconter l'histoire une 8e fois au cas où peut-être il y a quelqu'un qui connaît pas cette histoire. Qui devait structurer nos vies est en train Ça, c'est quand même le... millions. En fait, moi, ce qui m'intrigue de fou dans cette histoire, c'est de me dire que pendant 15 ans, déjà, il s'est pas fait démasquer, c'est une dinguerie. Et de deux, pendant 15 ans, il se levait le matin et il faisait semblant d'aller au travail. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant... Vous vous rendez compte de ce que c'est 15 ans 15 ans où tu mens tous les jours. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? C'est un truc de ouf. Et en fait, il prenait sa voiture et il attendait. Il attendait que la journée elle passe. Sauf peut-être. Et puis il faisait des grandes dingueries, je sais pas, il allait sûrement se faire branler la bite au salon de massage. Sûrement aussi. Mais ah ça le fait rire hein, quand on dit branler la bite et massage, Brabax il rigole bien. Celle d'une génération qui a Il y a un film sur sa vie, ouais, avec Daniel Auteuil. Très très bon film. décidé de ne pas se laisser faire. Et non, et en fait, tellement il galérait dans sa voiture, et ben il lisait des livres sur la médecine. Donc techniquement, il n'était pas médecin, mais en fait, il a tellement lu et il s'est tellement documenté qu'il pouvait se prétendre médecin, tu vois. Mais il n'était pas médecin, ouais. Face à cette crise, à ce mal-être au travail, une génération attire toutes les critiques. La Gen Z. On la taxe de Le pays, il y a une paresse. meuf qui faisait des formations pour devenir hôtesse de l'air pendant des années. Elle a fait croire qu'elle était hôtesse chez Air France. Au final, personne ne la connaît chez Air France. Elle a jamais été hôtesse. C'était une fraude qui gagnait sa vie grâce aux formations. Bah ça, dans le monde du travail, il doit y en avoir des cas comme ça, hein, dans tous les domaines, je pense. De fragilité, d'irresponsabilité, de ne pas avoir l'éthique de travail des générations précédentes. Mais est-ce vraiment une absence de conscience professionnelle ou juste de la lucidité? La Gen Z est arrivée sur le marché du travail dans un contexte inédit. Pandémie mondiale, crise économique à répétition, urgence climatique, tension sociale, et surtout, c'est la génération qui a connu le télétravail généralisé. Et forcément, ça change tout. Elle refuse des abus que d'autres ont trop longtemps acceptés. Les heures sup non payées, le management toxique, les réunions qui ne mènent à rien, les mails le week-end. C'est dans ce contexte qu'est né le phénomène du quiet quitting. Un concept En popularisé. fait, la génération Zemmour, on se plaint plus. Genre, on a, entre guillemets, plus de couilles de parler. Que nos parents, ils étaient trop carrés, en fait. Mais des fois, être carré, en fait, ça sert à rien. par TikTok, et qui ne veut pas dire abandonner son travail, mais simplement le faire et rien de plus. C'est aussi une stratégie. Ne pas donner plus que ce que dit le contrat pour garder du temps à investir dans ses propres projets. Gen Z, pourquoi vous êtes autant à la minute près comme ça dit de partir du taf? Je sais pas, tu me payes plus si je reste 2 minutes de plus? Non, donc pourquoi je resterai? Cette Ah merde, je suis pas dans la Gen Z, génération moi. pour l'indépendance et l'entrepreneuriat. Et c'est loin d'être un comportement de feignant. La Gen Z vient remettre des limites là où elles avaient disparu. Elle a eu le courage que nous n'avons pas toujours eu. Et il faut le dire, si certaines de nos conditions de travail se sont améliorées, c'est notamment grâce à elle. Elle a osé dire non aux abus et elle a forcé les employeurs à changer leur discours. Mais, soyons honnêtes, parfois, elle déconne aussi. Parce qu'on voit émerger une autre tendance, celle d'exiger, dès la sortie d'études, un salaire de 4 000, 5 000, 8 000 euros net par mois. Merci Geeks pour le resub. Ça, par contre, les gens ont un très gros problème avec l'argent. Genre, en fait, à cause des réseaux sociaux, je pense que ça a totalement déformé la valeur de l'argent pour les plus jeunes. Genre, et même les meufs, hein. Quand les meufs, elles disent oui, moi je veux un mec qui gagne 5 000 euros par mois et tout. Tu sais ce que c'est, 5 000 euros par mois? Est-ce que tu sais ce que c'est? 2000 et 4000 euros. Alors moi je fais de l'hôtellerie de luxe et je vise plus de 5000 dex en BUTTC. Plus tard, je sais pas, 10 000. Là, je suis en BT Senseo du coup. Franchement, j'aimerais bien avoir au moins 5 000 euros par mois. C'est quand même. Ouais, c'est pas sûr, cela. Soyons clairs. pour Merci, l'écrasante Sam, majorité des Sam étudiants, Leger pour ce le n'est pas resub. ce qui arrivera. Pourquoi? Parce que les diplômes n'ont plus la même valeur qu'avant. Un bac plus 5 aujourd'hui, ce n'est plus exceptionnel. Aujourd'hui, tout le monde a un master et donc de fait, il ne vaut plus rien sur le marché du travail. Mais frère, on a raison de pas vouloir se casser le dos pour 1200 euros alors que Michou prend 45 000 euros pour un post Insta. Mais oui, mais vu comme ça, évidemment, mais c'est une anomalie dans le système. Ce que vous voyez sur Internet, c'est pas la vraie vie. C'est pas parce que sur Internet, il y a l'autre connard, il gagne je sais pas combien en faisant de la... Enfin, c'est pas pour tirer sur Michou, c'est tous les gens en général qui font des trucs sur Internet. Ça veut rien dire, genre. C'est un mini pourcentage, ça ne représente pas la société. Tout le monde va dans le supérieur et s'imagine pouvoir... Bah oui, c'est SC, mais oui, donc derrière, évidemment. avoir des exigences. Et va dire, comme je suis diplômé bac plus 5, je vais exiger d'avoir un très haut salaire parce que j'ai fait 5 ans d'études. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas seulement le diplôme, mais l'école
dont il est issu. Être diplômé d'HEC ou de l'ESSEC, ce n'est pas la même chose qu'être diplômé d'une école de commerce moins reconnue. Être diplômé d'Assas ou de la Sorbonne en droit, ce n'est pas la même chose. Après, si qu'être tu commences à réfléchir comme ça, tu fais plus rien, hein, parce que évidemment, si tu commences à regarder la première, j'ai vu ça il y a pas longtemps, là, un malheureux hasard, parce que je m'informe, je m'intéresse sur internet, j'apprends des choses sur la vie, quoi. Que la première meuf de Mime, là, elle gagnait 200 millions de dollars par an, je crois, avec Mime. C'est historique, mais c'est un bug dans la matrice. D'une université de province. Et c'est une réalité dure. Putain, vous êtes bien renseigné, vous connaissez les blazes et tout. Ne valorise pas bande de gros dégueulasses. De la même manière. Alors oui, sur cet aspect, la Gen Z exagère. Elle surestime très largement ses attentes salariales et va se confronter à d'énormes désillusions lorsqu'elle décrochera son premier emploi. Mais en dépit de cela, ayant perdu mon emploi, cette génération a énormément apporté. Parce qu'elle est lucide, parce qu'elle ose dire non, là où nous avons trop longtemps dit oui. Et c'est là que l'échange entre générations devient précieux. Notre rôle, c'est de lui rappeler la réalité du monde du travail, ses contraintes, ses règles du jeu. Moi, j'ai croisé un mec comme ça une fois dans un concessionnaire, le bâtard, il était venu acheter une Corvette et je lui dis ouais, tu fais quoi dans la vie et tout, et il me dit je suis manager OnlyFans. Bon, en gros, c'est un proxénète, quoi. C'est juste un putain de proxénète, les gars. Et en fait, il prend des pourcentages sur les OnlyFans des meufs, quoi. C'est de nous montrer que certaines situations, le métier, il est, je sais pas si c'est légal, mais il est historique. Ne sont pas tolérables. Il est historique. Aucune raison. Bon, alors tu vas me montrer le contenu du jour, s'il te plaît. Tu me montres le contenu du jour et je prends mon pourcentage dessus. Continuer à les accepter. Donc tu insinues que les meufs d'OnlyFans sont des prostituées. Prostituée, je sais pas si c'est le terme. Prostituée, c'est le plus vieux métier du monde, à ce qui paraît, prostituée. Prostituée, c'est le concept de donner son corps contre de l'argent. Donc techniquement, sur OnlyFans, tu donnes pas vraiment ton corps physiquement, mais tu le donnes quand même un peu. Donc je sais pas si c'est vraiment la même chose. C'est une période difficile pour c'est la même chose. Personnes, mais il a aussi eu ses bons côtés. Le principal a été le télétravail. Pour beaucoup, les gars, le Covid, il nous a baisé, surtout dans la chronologie du temps. En fait, le temps, on n'a vraiment plus le temps depuis ce putain de truc. Ça nous a baisé, ça. Déjà, le temps il passait vite, mais ça nous a tués. Plus de perte de temps inutile, chaque minute est exploitée intelligemment. Un vrai bonheur pour beaucoup de salariés. Et paradoxalement, on a constaté une productivité. Il a plus de buzz, le télétravail. Ah ouais? Moi j'ai l'impression que ça a toujours du buzz. Les télétravailleurs étaient plus efficaces que leurs collègues au bureau. Et c'est une tendance qui se poursuit sur les années suivantes. Pour la première fois, on a pris conscience qu'un véritable équilibre était possible. C'est ce qui a convaincu la société qu'il était possible de travailler et créer de la valeur. La société, tout en gagnant elle a que des problèmes. Liberté. Mais cet équilibre n'est pas venu sans contrepartie, puisque beaucoup ont découvert l'envers du décor. Les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle brouillées, les mails qui arrivent à 23h, cette pression absurde d'être constamment en ligne sur Teams, on se retrouvait à simuler une présence alors même qu'on avait déjà terminé toutes les tâches qu'on avait à faire. En réalité, on bossait souvent plus qu'avant. En France, on veut bannir le télétravail, mais qui ont? Parce que là, c'est trop ancré dans la société pour que ça s'arrête comme ça, je pense. Différente, invisible, isolée et sous pression permanente. Moi j'ai vu ça au fil des années, c'est trop stylé le télétravail. Tu parles avec une meuf, il dit ouais, tu travailles demain? Ouais, mais on peut se voir, je suis en télétravail. Yeah yes, historique le télétravail. Non mais t'inquiète, on peut se voir, je suis en télétravail demain. Merci Ethan pour le resub. Malgré ces dérives, il faut être honnête. Le télétravail reste un avantage. Ces effets négatifs, les gens ne travaillent pas en télétravail. On les maîtrise. C'est le concept, je crois. La plupart des salariés préfèrent largement composer avec ces contraintes plutôt que de revenir à un bureau 5 jours par semaine en rognant sur leur vie personnelle. Ce n'est pas pour rien si le télétravail est devenu un critère décisif sur le marché de l'emploi. Merci Amine pour le recep. Sont prêts à prendre un salaire un peu moins élevé si cela est compensé par des jours de télétravail. Et au-delà de l'aspect pratique, c'est surtout une question psychologique et sociologique. Pouvoir organiser ses journées, adapter son rythme, travailler dans un environnement choisi. C'est une vidéo trop intelligente qu'on se fout dans la gueule, les gars. Là, on va regarder que de la merde pendant les 15 prochains jours pour annuler ça. Ça redonne un sentiment d'autonomie et de contrôle. Et qu'ont fait les entreprises face à ça? Elles ont préféré revenir en arrière, réduire, voire supprimer le télétravail. Et avec quels arguments? Toujours les mêmes. Il faut renforcer le lien social. Le travail en présentiel favorise... Mais par contre, voilà, moi c'est ça qui me fait chier avec mon faux taf. C'est que j'ai pas d'interaction sociale, les gars. Moi j'aimerais bien avoir une collègue le matin et tout, elle me sert le café, ou je lui sers le café, des interactions comme ça. Non? Vous vendez ces interactions-là, les gars, pour pas bosser ou pas?
Mais si, parce que tu rencontres des gens et tout. Arrêtez. Moi, je peux rien rencontrer, frère. La dernière fois que je voulais rencontrer, c'était sur Hinge. Je me suis fait bannir pour usurpation d'identité alors que c'était moi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les gars. Mais non, mais sors dans la rue, c'est pas aussi facile que vous croyez. C'est pareil, l'autre quand il me demande des chaussettes l'autre fois. L'autre, il y a un mec qui était sur le dossier. Je l'ai bien baisé d'ailleurs. Le mec, il était sur le dossier et la meuf, elle était avec lui. Et elle me dit, ouais, t'as pas des chaussettes. Je dis, si, j'ai des chaussettes, mais tu t'appelles comment? Et là, je commence à parler et tout. Et le mec, il me dit, ouais, je te connais et tout. T'es un mec de Twitch et tout, machin. Je dis, ouais, ouais. Et il me dit quoi? Il dit, ouais, mais tu dérègles le marché là. Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'as 2 bras, 2 jambes, mon gars. On est sur le même marché, t'as pas compris? Créativité. Le discours... Que je dérègle le marché. Ah, genre, parce que. Ah, ok. Ah, non, c'est certainement pas comme ça. Bah, je suis parti avec les chaussettes et j'ai tout pris. Corporate habituel, bref. sans fondement réel. Bon, mais tu te qui calmes masque là, une vous peur vous calmez simple, là. Celle de perdre le contrôle sur les salariés. Le message envoyé est clair. Mais ouais, par contre, je l'ai bien baisé. D'ailleurs, s'il voit ce stream, je suis désolé. Parce que la meuf, elle m'a dit que, apparemment, le mec, il lui a parlé toute la soirée et que il était sur, il était sur le point de la ramener chez elle. Historique! Fallait avoir des chaussettes, mon gars! Toujours avoir des chaussettes dans le coffre. Trouvez un système qui fonctionne, qui vous rend plus productif et plus heureux, mais on va vous l'enlever. Forcément, les salariés... Ah, je l'ai ressentent bien comme une rasé. attaque, comme un manque de confiance. Presque comme si l'entreprise disait « On ne croit pas que vous travaillez vraiment si on ne vous a pas sous les yeux. » Et surtout, ça n'a... T'habiteras en France, ce serait plus simple. Oui, pour rencontrer des gens, c'est mieux en France. Mais ça reste quand même le même problème. Hein. Tu rencontres pas énormément de personnes non plus. Parce que, en fait, moi, avec le temps, j'ai encore plus envie de rencontrer des gens qui ne savent vraiment pas même ce que je fais et tout. Parce que c'est ça, en fait, que je cherche. Et malheureusement, c'est un peu compliqué. Aucun sens. Parce que ça finit toujours par savoir. C'est ça le problème. Était plus fort, les salariés plus heureux. Qu'est-ce qui dans l'équation posait problème? Le plus ironique dans tout ça, c'est que beaucoup d'entreprises ont elles-mêmes adapté leur immobilier après le Covid. Certaines ont revendu une partie de leur